Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Avant de commencer, merci à Ouest France, le premier quotidien français qui est partenaire du podcast. Aujourd'hui, vous allez écouter un nouvel épisode avec Christelle Bonny. En 2014, Christelle a fondé la startup eSensory, un iTunes des objets connectés. L'objectif de cette startup était de synchroniser du contenu numérique avec des objets haptiques pour créer des expériences de lecture numérique et sensorielle. Le premier produit de la startup était bSensory, dédié à la littérature érotique connectée. C'est moins de 4 ans après, le 1er mars 2018, après de nombreuses péripéties qu'elle nous raconte dans cet épisode, que la société est rentrée en liquidation judiciaire. Malgré cet échec entrepreneurial, Christelle est restée très engagée et a créé Sextech for Good, une initiative citoyenne pour la création en France d'un écosystème favorable à l'émergence de projets innovants dans le domaine de la sexualité. Elle a également rejoint les Rebondisseurs français, un mouvement d'entrepreneurs pour glorifier ceux qui ont rebondi et changer le regard porté en France sur l'échec en montrant comment il peut être surmonté. Dans cet épisode, nous parlons de son expérience chez eSensory, de la complexité de créer un sextoy connecté en France, du domaine de la sextech en France et dans le monde, évidemment d'entrepreneuriat, mais aussi du fait d'échouer et de rebondir après une expérience entrepreneuriale. Merci Christelle pour ton retour d'expérience très précieux et moi je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Christelle. Je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation pour ce podcast. Écoute, merci pour l'invitation. Donc Christelle, tu as été entrepreneur. Donc dans un milieu assez complexe qu'est la sextech. C'est ça. Moi, à chaque fois en début de podcast, ma question c'est qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre ? Qu'est-ce qui a fait que tu as entrepris en fait ? En fait, c'est parti d'une idée. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu un parcours d'abord de communicante et puis après, je suis plongée dans l'univers des startups, d'abord dans un poste plutôt de DIRCOM et puis après en tant qu'associée dans une autre startup qui faisait des applications mobiles de réalité augmentée. Et puis à force d'être dans ces milieux d'innovation, de l'émulation des idées, j'ai eu une idée que j'ai eu vraiment envie de mener à terme. Et là, j'ai pris mon envol et j'ai créé ma propre structure en me disant j'avais vraiment envie qu'elle se réalise. Donc c'était l'envie de faire en fait, l'envie de créer puis d'aller au bout de cette idée-là. C'était en tout la première motivation. Et puis après en me disant effectivement je ne sais pas tout faire, mais je vais être un peu un chef d'orchestre et puis j'irai chercher les compétences que je n'ai pas pour le mener à bien ce projet. Ouais. Donc, tu as créé bSensory Alors, c'était eSensory, c'est ça ? Alors, eSensory, c'était en 2014. Ouais, l'idée, c'était vraiment de créer en fait une plateforme qui soit un peu un iTunes des objets connectés sur lequel on puisse synchroniser tout un tas de contenus numériques avec des objets qu'on appelle haptiques, donc qui donnent des sensations. Donc, pour créer des expériences de lecture numérique sensorielle. Et on avait effectivement commencé par un premier produit, une première ligne de business qui était bSensory et qui était dédiée à la littérature érotique connectée. Ok, donc comment ça s'est passé la création de cette entreprise ? Est-ce que tu l'as créée seule ou est-ce que tu t'es entouré de... Est-ce qu'il y avait des associés ? Comment ça s'est passé ? Je l'ai créé seule et puis très vite, sur l'idée, sur le concept. Et puis après, il y avait un associé qui était avec moi, qui était mon binôme et qui lui avait un profil ingénieur que moi je n'ai pas parce que je viens du monde de la com et du marketing, plutôt des usages. Et puis après, on a recruté des compétences de dev, en commençant d'abord à travailler dans une cantine numérique, et puis après travailler dans un autre incubateur, et puis The Corner à Brest. Et puis après, en allant chercher d'autres compétences, en faisant grossir l'équipe, puisqu'on a été jusqu'à 8 dans cette équipe. Donc quelles ont été les étapes clés de cette aventure ? Ça a duré... parce que 4 ans. bSensory, vous êtes en redressement judiciaire, c'est ça ? Alors non, on est en liquidation judiciaire depuis le février 2018. Donc c'est une aventure qui a duré un peu plus de 4 ans. Les étapes, c'est vrai que le démarrage, c'est de se dire déjà de passer de la concrétisation, de dire ok, j'y vais. La création du produit, parce que c'est un produit physique. Alors, il y avait un produit physique, mais le projet lui était beaucoup plus large que ça, puisque en fait, il y avait une application, il y avait un site, et puis il y avait surtout toute cette plateforme qui permet de modifier des contenus pour les rendre communicants avec des objets. Donc, il y avait un gros travail là-dessus. Donc, c'était un système complexe avec beaucoup de briques. Et donc, on a vraiment très, très bien bossé sur les 18 premiers mois où on a vraiment réussi à faire l'objet, le prototyper, le faire certifier pour la vente. En même temps, lever l'argent nécessaire, ce qui n'a pas toujours été facile. Recruter 70 auteurs pour avoir des contenus originaux, donc être aussi une vraie maison d'édition.
Et donc voilà, faire tout ça. Donc en 18 mois, on n'a vraiment pas traîné, on avait vraiment bien travaillé. Puis après, voilà, le problème est venu du passage de la phase de prototypage à la phase d'industrialisation du produit, où là, on a eu beaucoup de problèmes. Et nos différents prestataires sous-traitants nous ont planté 4 productions à suivre. Et c'est vrai que tout le monde nous avait dit, la partie objet, forcément, elle coûte cher et c'est la plus risquée. Et comme forcément, on avait une trésorerie qui était relativement légère, au bout de 4 productions plantées, du coup, on prend beaucoup de retard. On perd aussi la confiance un peu des distributeurs, ce qui est normal, et des clients. Et donc, on a du mal à retrouver de l'argent pour relancer le truc. Et puis, comme on n'a rien à vendre, une entreprise qui n'est qu'un centre de coûts et de dépenses, donc l'aventure s'est arrêtée. Et puis, c'est clair que c'est un business model où sans grosse levée de fonds, c'est compliqué finalement de survivre. Alors en fait, on avait un business model intéressant parce qu'on était en gros le seul sextoy avec un business model récurrent puisqu'on vendait des contenus. Donc en général, nos concurrents essayaient de faire un des toys le moins cher possible et avec la meilleure marge possible parce qu'ils n'allaient le vendre qu'une fois. Nous, c'est vrai qu'on était partis sur l'idée d'avoir un toy sur lequel on savait qu'on ferait moins de marge parce que j'avais eu cette excellente idée mais qui s'est révélée très mauvaise de vouloir faire un produit made in France. Et donc, en me disant, j'accepte de gagner moins sur l'objet parce que derrière, ce que je vais faire, c'est fidéliser et les gens vont acheter des livres et des contenus et après de l'audio, de la vidéo, enfin d'autres types de contenus. Donc potentiellement, on se dit, voilà, quand on arrive à avoir une communauté de 100 000 lectrices qui dépensent 2 € dans l'application, ce qui n'est pas en soi énorme sur des lectrices, ça commence à faire des intéressants. Et quand tu le multiplies par le nombre de langues, voilà, ça peut. Donc il y avait vraiment du potentiel. Mais c'est vrai que dès qu'on est sur la partie objet, un moule pour faire un toy, ça coûte 40 000 €. Une certification, ça coûte 30 000 €. Beaucoup de coûts donc il y a beaucoup annexes. de grosses dépenses. Ouais. Avant de pouvoir produire et d'avoir l'objet. Et c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Ok. Et justement, cette partie-là, vous avez levé, je crois, 450 000 €. Oui. Comment s'est passée justement cette relation avec les investisseurs ? Je sais que tu en as déjà parlé dans un TEDx, même dans plusieurs conférences. Oui. J'aimerais bien que tu nous en parles. Ça a été compliqué. Alors déjà, soyons clairs, c'est compliqué pour tout le monde d'aller chercher de l'argent. C'est clair. Voilà. Donc ça, juste que j'avais quand même sous-estimé le frein supplémentaire qu'on aurait lié à ce produit et lié à l'érotisme, lié à beaucoup de tabous encore au sujet du plaisir féminin. Enfin voilà, j'avais vraiment, ça c'est une erreur de ma part, si j'analyse le parcours. Je pensais que notre produit, je trouvais ça tellement soft, parce que le livre érotique a toujours existé, le sextoy aussi, on faisait un combo des deux, alors certes d'une manière un peu plus innovante, parce qu'on est au XXIe siècle, mais je voyais pas vraiment ce qu'il y avait de choquant. Et j'imaginais pas, je savais que ça plairait pas à tout le monde, mais c'était pas le problème, mais j'imaginais pas avoir autant de freins, et notamment du côté des investisseurs, et très vite où j'ai eu ces remarques de dire non, c'est pas politiquement correct, on peut pas financer ça, c'est pas éthique, c'est pas, voilà, sachant que voilà, il y avait un joyeux mélange de érotisme et pornographie. Et donc, clairement, on n'était pas des pornographes. Donc, ça nous a fermé beaucoup de portes. Ça a rendu compliqué même le fait de pouvoir trouver un module de paiement pour mettre sur le site. Enfin, on n'imagine pas. Ça fait que vous ne pouvez pas faire de la publicité sur les réseaux sociaux, ce qui freine aussi le projet. Enfin, voilà. Et donc, sur les investisseurs, c'est vrai que ça a été un frein. Donc, les gens qui m'ont soutenu, ça a été... Alors, j'ai quand même été aidé par la région, il faut dire, la région Bretagne, sur la partie innovante du projet qui était de créer des contenus numériques communicants, enfin connectés, sensoriels. On a été aidé par la BPI aussi, de retour du CES, où on avait quand même eu un award. Et ça nous avait quand même donné le statut d'entreprise innovante. Donc, ça, c'était un plus. Donc, c'était une des étapes clés, vraiment, ce CES. Et puis après, c'est des gens qui ont investi au coup de cœur, notamment par exemple quelqu'un qui m'avait vu au TEDx de Rennes, parce qu'on en parle aujourd'hui, et qui après m'avait dit mais je comprends pas que ce soit aussi compliqué, moi j'adore la démarche et donc je vais vous aider. Et donc après voilà, j'avais eu un fonds qui était un fonds breton, Nestadio, et le reste c'était des gens qui avaient vraiment investi, je pense, au coup de cœur par rapport à l'empathie, par rapport à un soutien qu'ils avaient envie, soit à moi en tant que porteur de projet, soit à la démarche. Donc c'était un peu de la love money. C'était la love money au départ, et puis après, vraiment plutôt des investisseurs privés. Pas vraiment des business angels, mais ouais, des investisseurs privés. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu n'as pas fait pendant cette aventure ? Est-ce que tu regrettes absolument rien ? Ou est-ce que tu regrettes certaines choses C'est toujours compliqué parce que c'est toujours tellement facile de refaire l'histoire. Ouais, c'est clair.
je regrette en tout cas pas une seconde d'avoir fait cette aventure-là, parce que ça m'a changée, parce que je suis devenue féministe, parce que j'ai appris beaucoup de choses, parce que j'ai rencontré des gens formidables, parce que j'ai grandi, parce que ma vie a vraiment changé. Il y a eu des choses dures, mais il y a aussi des choses fantastiques. Je me suis prouvé que j'étais capable de faire bien plus que ce que j'imaginais. Voilà, j'imaginais pas, encore une fois, monter sur la scène d'un TEDx. J'imaginais pas partir toute seule aux États-Unis pour pitcher. J'imaginais pas avoir un CES Innovation Award un jour. Enfin voilà. Donc ça, en termes de vie, tu dis c'est que du bonus. C'est cadeau, c'est génial. T'as eu beaucoup de visibilité aussi. Ouais, on a eu justement en termes de conférences. Oui, parce qu'il y avait des vraies valeurs. Parce que c'était pas qu'un énième sextoy. C'était un sextoy où on disait ok, derrière ça, moi je suis une femme, je pense au plaisir des femmes et le sujet du plaisir féminin, il faut qu'il arrête d'être tabou. Alors c'est vrai que j'y suis partie un peu tôt, c'était avant MeToo, c'était peut-être que je le referais aujourd'hui, ce serait différent. Ça serait aussi très différent parce qu'aujourd'hui des toys connectés, il y en a beaucoup. Alors c'est un marché qui quand même grandit. Qui grandit. Aujourd'hui, je me relancerai, je pourrais me concentrer que sur ma partie qui était vraiment celle que je maîtrisais, qui était la création des expériences, pas sur la partie objet, c'est celle qui m'a fait tomber. Donc voilà, il y a un moment donné, je regrette peut-être de pas avoir peut-être su pivoter à un moment donné. Un time to market aussi. Oui, j'étais sans doute trop tôt. Bicentennial finalement a été la première start-up de la sextech en France. Okay. Il y a eu d'autres entreprises qui faisaient de la pornographie et autres, mais vraiment à l'époque, on parlait même pas de sextech. Quand on a commencé, ça s'est structuré au fur et à mesure. Quand on a eu ces objets connectés, donc on est très très tôt. Donc on a pris des coups, on a ouvert des portes, et c'est très bien. Et j'espère que ça profitera aussi à d'autres. En tout cas, j'œuvre pour ça aussi. Après, on a toujours des regrets. J'assume complètement cet échec parce que j'étais porteur de projet, même si malheureusement les erreurs qui ont été faites dans les usines par nos sous-traitants, j'y peux pas grand-chose. Je les ai subies, mais j'ai fait une erreur qui était sans doute au départ une erreur stratégique. Moi, j'ai entrepris, j'avais 40 ans. Et donc, j'avais forcément une famille, j'avais d'autres. Donc, je me suis pas dit, tiens, je vais partir à l'autre bout de la planète chercher des fonds. J'ai été peut-être sans doute trop frileuse. Et clairement, j'aurais dû partir avec mon concept au tout début du projet pour essayer de lever plus d'argent ailleurs. Voilà. Donc, attention, ça ne veut pas dire que j'aurais réussi. Mais je pense que ça aurait valu le coup que je me donne un peu plus de temps et démarrer avec beaucoup plus d'argent au démarrage, parce qu'après, comme j'ai passé beaucoup de temps à chercher de l'argent pour continuer le projet, ça m'a aussi un petit peu déporté du projet. On fait plus son vrai métier quand on cherche tout le temps des sous. Et puis la France, c'était peut-être pas le pays et le marché sur lequel il fallait démarrer. Bon, j'en étais convaincue, donc ça, c'est une erreur de ma part. Puis vouloir faire du Made in France, encore une fois, j'aurais mieux fait de me dire, OK, ici, on ne saura pas le faire de manière simple. Donc, diminuer les coûts pour sortir un produit exactement. plus rapidement. Donc, allons le faire complètement en Chine. Mais il aurait fallu vraiment avoir quelqu'un sur place. Malheureusement, mais c'est ça, c'est la vérité des coulisses. Donc, voilà, c'est effectivement ces erreurs stratégiques. Je peux les regretter, mais encore une fois, c'est facile après. C'est clair. C'est clair. Donc, OK. Qu'est-ce que tu penses de la sextech aujourd'hui, du coup, l'évolution de ce marché-là? C'est un marché qui a été valorisé à plus de 30 milliards. C'est ça. Donc c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités dans ce marché. Beaucoup de possibilités pour plein de pays partout dans le monde, mais pas en France. Mais pas en France toujours. Okay. Je vois que j'ai lancé Sextech for Good, et l'idée c'est effectivement de travailler sur les 4 verticales qui m'ont moi sans doute manqué. C'était de créer de faire comprendre aux gens que c'était un vrai secteur d'activité, que quand on parle de sextech, on parle de l'utilisation des nouvelles technologies appliquées à tous les sujets de la sexualité. Et donc, on n'est bien là pas dans la pornographie, mais aussi de l'éducation, de qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes handicapées, des vrais sujets de société aujourd'hui, qui nous concernent tous. Et donc, vraiment de pouvoir expliquer ça pour que demain, on puisse être, quand on a des projets intéressants qui concernent par exemple le handicap, on puisse prétendre aux mêmes aides, par exemple, que la BPI, parce que c'est de l'innovation sociale, mais c'est de l'innovation tout de même. Donc ça, c'est important pour moi. 2, d'essayer de structurer l'écosystème, parce que les gens ne se connaissent pas assez, donc c'est compliqué de travailler ensemble. Et la sextech, ça rassemble beaucoup de compétences différentes, parce qu'à la fois des gens qui peuvent être des médecins, qui peuvent travailler des psychologues, des développeurs, des gens qui font de la plasturgie, voilà, donc il faut que les gens se connaissent. D'accompagner, c'est ce que j'essaye de faire aussi pour essayer à d'autres d'éviter mes erreurs et de leur faire gagner du temps. Donc ça, les gens qui ne connaissent pas le milieu de la sextech ou les freins liés à l'érotisme ne peuvent pas vous proposer un accompagnement de qualité. Moi, je l'ai vu, parce qu'ils sous-estiment aussi complètement les freins et donc ils ne sont pas dans la bonne réalité. Et puis d'essayer de fédérer un réseau d'investisseurs pour essayer de ne pas perdre le temps que j'ai
perdu parfois avec certains investisseurs qui, au bout de 6-9 mois, me disaient non, finalement, votre dossier est super bon, mais on n'ira pas parce que on n'osera pas. Voilà. Okay. Et donc, d'essayer de sourcer en amont des investisseurs qui sont intéressés par ces thématiques-là pour qu'ils étudient vraiment les dossiers. Déjà en ayant le bon filtre et en n'ayant pas ces problèmes d'éthique ou autres, et qu'ils puissent accompagner des sujets. Donc aujourd'hui en France, on pourrait faire énormément de choses. On a beaucoup de matières grises, on a des gens qui ont des envies, mais ça bloque encore, notamment du côté des financements. Ça bloque aussi pour trouver des structures qui vous accueillent. Il y a certains incubateurs qui refusent d'avoir ce genre de projet au sein de leur structure. Donc voilà, c'est pas simple. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que un peu la sextech et la health-tech sont un peu connectées ? Parce que dans le sens où, même en France, on a quand même beaucoup de retard sur l'éducation sexuelle. Sur Instagram, quand même, il y a de plus en plus de comptes justement qui éduquent à ça. C'est important. Donc ça évolue quand même. C'est crucial. Mais c'est vraiment tout récent, quoi. Il y a la health tech, il y a la femtech, la sextech, tout ça est assez lié. C'est toutes ces technologies qui permettent finalement d'aller mieux, donc que ce soit dans le suivi, soit des règles, des cycles, de son plaisir, soit de l'éducation. On avait une équipe française là qui avait créé Pitch, qui est un robot sur Facebook pour les ados, pour avoir posé des questions sur la sexualité. Parce que c'est vrai que globalement, on peut continuer à dire ah là là, c'est une catastrophe, nos enfants en un clic peuvent aller sur YouPorn. Ok, and so what ? Qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner, pour les apprendre à décrypter, pour qu'ils aillent chercher de l'information et de l'éducation ailleurs que là ? Beaucoup de freins. On peut faire plein de choses, mais c'est vrai que pour faire plein de choses, il faut que collectivement, on arrive à regarder le sujet de manière calme et à se dire ça fait partie de notre culture, c'est important. Faire l'amour, les expériences sexuelles, c'est l'expérience la plus universellement partagée par tous les humains partout. Donc c'est un vrai sujet. Et quand on n'est pas bien dans ce sujet-là, en général, on est malheureux. Quand les personnes handicapées, on ne peut pas avoir en France, par exemple, recours à un assistant sexuel parce que c'est considéré comme de la prostitution, ce qui est possible dans d'autres pays. On ne peut pas à la fois dire non, c'est interdit, et à la fois dire à ces mêmes personnes, on ne vous autorise pas la robotique humanoïde parce qu'on trouve que c'est un peu glauque et que nous, ça nous fait flipper parce qu'on est en train de se dire qu'on va nous remplacer par des robots. En fait, non. Si toi, aujourd'hui, tu vas bien et que tu peux avoir une sexualité épanouie, c'est génial. Mais soyons un petit peu ouverts d'esprit et pensons qu'il y a des gens qui ne le peuvent pas et qui ont comme envie d'avoir du plaisir. Et tu peux avoir un corps cassé, un corps vieilli, un corps abîmé et être quand même un corps désirant, une personne désirante. Et ça fait partie du bien-être, ça fait partie des plaisirs de la vie. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on le voit de cette manière-là, de se dire que la sexualité, c'est aussi de l'humanité, une question d'humanité et qu'il faut en faire un vrai sujet. Ok. Et suite du coup à cette expérience Bisensory, tu as créé Sextech for Good, donc justement dans cette démarche d'évangéliser les gens à ces thématiques. Donc justement, je trouve ça intéressant le fait que tu sois pas totalement parti de ce domaine, et même si la start-up est morte, tu as décidé de rester. Mais j'ai décidé de rester parce que ça fait partie du rebond aussi. Ouais. C'est important à un moment donné, je ne vais pas la faire à l'américaine, se planter c'est dur. C'est sûr, on apprend, c'est de l'expérience. C'est sûr que demain, si je remonte à un business, je serai sans doute bien plus performante parce qu'il y a des erreurs que je ne referai pas, j'en ferai d'autres. Mais c'est l'expérience. Voilà. Je suis plus aguerrie, j'ai grandi. Voilà. Donc c'est sûr que dans toutes les expériences, on apprend beaucoup et il y a du bon. Donc moi, je veux pas, je me glorifie. Enfin, je me suis plantée, donc c'est une vraie douleur. Et en même temps, je veux pas avoir honte du parcours parce que ce qu'on a fait était bien. Il y avait des valeurs que j'ai envie de continuer à défendre. Et puis j'ai aussi envie de dire, c'est pas parce qu'on se plante qu'on est un mauvais. Donc c'est aussi important pour moi d'essayer de faire changer cette culture, ce regard sur l'échec, une culture de l'échec un peu différente. Et puis qu'on puisse aussi redonner une chance aux gens qui se sont plantés, parce que les gens qui se sont plantés sont plus nombreux que les gens qui ont réussi. Exactement. Et puis c'est des gens qui ont osé. Et ça à valoriser, je pense. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans la culture dès l'éducation. C'est quelque chose de global dans notre pays. Et donc, le fait de se dire, OK, ça s'arrête, mais peut-être que tout ce que j'ai appris, je peux quand même le valoriser d'une autre manière pour aider d'autres, ça fait partie finalement de la thérapie aussi qu'on entame pour rebondir et aller bien en disant, OK, je vais peut-être aider d'autres à réussir. Et moi, ce qui me tenait aussi à cœur, c'est de me dire, peut-être que j'ai pas réussi, mais toutes les valeurs que je défendais sur la liberté, l'accès au plaisir pour les sexlus, le plaisir féminin, toutes ces valeurs-là, elles restent malgré tout. J'ai pas arrêté d'être engagée maintenant, et donc j'ai envie de pouvoir le continuer à le défendre autrement, même si maintenant j'ai des autres activités professionnelles, parce que
il faut manger, il faut payer ses factures, il faut évoluer. Mais ça, c'est effectivement un combat que j'ai pas envie d'arrêter et que je vais essayer de mener toujours en parallèle. Et donc ça passe par quoi, cette évangélisation ? C'est de l'organisation d'événements, de conférences, de... Alors, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas énormément de moyens, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis en reconstruction et que j'ai pas encore... Ça fait un an. Ouais. Mais par contre, j'accompagne un porteur de projet qui est en train de développer un sextoy qui sera spécifiquement adapté aux femmes qui ont des situations de handicap ou des personnes âgées qui ont des douleurs d'articulation, des problèmes de mobilité. Parce qu'il faut un sextoy qui soit un peu différent dans la manière dont on l'attrape, les questions de poids et autres. Donc ça, je trouve ça intéressant, parce qu'au départ, c'est quelqu'un qui a imaginé ça parce qu'il était tombé très amoureux d'une femme qui était en fauteuil roulant, et donc je trouvais c'est une très belle preuve d'amour et d'empathie de se dire je vais m'intéresser à son plaisir, et je me suis dit ok, banco, j'ai bien envie d'aider si je peux pareil apporter ce que moi j'ai appris, parce que quelqu'un qui vient du monde de l'industrie. Donc je l'ai fait travailler avec le designer qui a fait le Little Bird, parce qu'il avait fait un extrêmement beau boulot. J'interviens régulièrement. Je ferai encore une intervention avec certains de mes camarades de la Sextech Web Today cette année, en juin. Et donc j'interviens régulièrement, en fait, dès que je peux, sur le sujet, avec ce même discours de dire c'est un vrai secteur d'innovation. Parlons-en calmement. Il y a des beaux projets à mener. Il y a des gens qui ont envie, et ces porteurs de projets ne sont pas des pervers sexuels, mais ce sont des vrais innovateurs et des vrais gens qui sont concernés par des problèmes qui nous concernent tous. Donc voilà, c'est un vrai engagement. Ouais. Ok. Si tu devais conseiller un entrepreneur, un porteur de projet qui souhaiterait se lancer dans la health tech, ce serait quoi tes conseils Alors, si c'est vraiment de la santé, peut-être que je pourrais lui dire ok, on va regarder ton projet, tu peux rester ici. Si c'était vraiment quelque chose lié à vraiment la sextech avec des contenus érotiques, je lui dirais va chercher ailleurs. Va chercher ailleurs et ne sous-estime pas les freins qu'on a encore ici, et ces freins qui vont sans doute faire que tu vas, si tu trouves de l'argent, en trouver sans doute le minimum. Et en fait, c'est pas le bon calcul. Effectivement, il faut essayer de lever un maximum d'argent quand on n'a pas besoin. Quand tu te mets à chercher de l'argent quand on a besoin, c'est déjà trop tard. Voilà. Donc, essayer de mieux au niveau du concept. Puis c'est toujours plus facile de faire rêver et de vendre un concept que quand tu as commencé à démarrer. Très vite, on te dit ah oui, mais alors vos métriques sont pas bons. Quelle est votre traction? Et là, ça commence déjà à être beaucoup plus complexe. Donc voilà, en fonction du projet, je dirais attends, réfléchis bien à où. De ce que tu veux faire, est-ce que tu connais vraiment bien, est-ce que tu as bien envisagé les freins que moi j'avais sans doute sous-estimés par rapport au produit, et puis après quel est aussi le bien réfléchir au modèle, au business model, et s'il y a vraiment du hardware, attention. Ouais. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué, ça demande vraiment beaucoup après ce que nous on a eu, j'en ai discuté avec d'autres personnes qui ont fait d'autres produits dans d'autres domaines, qu'on plante 1, 2 ou 3 prods quand on passe d'un prototype à une industrialisation, en fait c'est normal, parce qu'il y a toujours des choses que tu n'as pas prévues. Alors nous c'était un peu différent parce qu'il y a beaucoup eu d'erreurs humaines, mais il y a souvent des erreurs de process que tu as beau essayer d'avoir anticipé, que tu vois que quand tu passes vraiment à l'échelle en grandeur nature. Mais sauf que ça, effectivement, ça sous-entend pouvoir l'encaisser d'un point de vue trésorerie et timing. Et donc là aussi, c'est ne jamais aussi sous-évaluer le temps. Souvent dans les startups, on a toujours envie d'aller... Il faut qu'on aille vite. On nous dit il faut aller vite. Le time to market est important. Et en fait, on va jamais aussi vite que ce qu'on voudrait. Donc il faut essayer d'être assez objectif sur le timing, dans le temps qu'on se donne. Ouais. Ok. Et justement, par rapport au monde des startups, on est dans une startup nation, on motive les gens à monter leur startup sans trop savoir exactement ce que c'est. Et justement, tu penses quoi de tout ce bullshit autour des startups, Alors, notamment en France, tu vois ? Je suis extrêmement critique. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on est quand même il faut quand même savoir reconnaître toutes les chances qu'on a dans notre pays, d'avoir accès à un certain nombre de financements qui font qu'on peut lancer des projets. Que ce soit les incubateurs, les tiers-lieux, l'accès à des imprimantes 3D, les aides de la BPI, les aides des régions, globalement de l'argent. Il y en a, même si je disais tout à l'heure c'est dur quand on se met à chercher des fonds, mais quand même des aides anti-création, des aides à la création d'entreprises, il y en a quand même beaucoup. Donc, des aides publiques notamment. Voilà, donc on est quand même très chanceux d'être dans ce type d'écosystème. Créer de l'émulation, c'est une vraie bonne idée. Voilà. Ce que je vois, moi, les limites de ça, c'est qu'aujourd'hui, on fait des grandes usines à start-up, on fait aussi des grosses usines à crash. Et notamment Station F.
Voilà. Mais parce que c'est mathématique. Oui, et c'est normal. C'est normal. Mais le problème, c'est qu'il faut changer de culture. C'est-à-dire que c'est normal et c'est pas grave si derrière, on trouve des solutions, soit pour récupérer de la valeur de ce qui a été produit, soit pour le fait que ces gens-là, ils vont pas avoir une étiquette rouge de loser collée et qu'on leur donnera d'autres chances. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, notamment quand on a des problèmes avec des banques ou autres. Deuxièmement, c'est que je suis dans la liquidation judiciaire en ce moment, et que j'ai vu, aujourd'hui, on a un système de liquidation judiciaire qui n'est complètement inadapté aux structures du numérique. Aujourd'hui, quand vous êtes une start-up du numérique et que vous êtes en liquidation judiciaire, le liquidateur tout de suite dit, en fait, vous ne valez rien, puisque d'un point de vue comptable, c'est de l'immatériel, donc ça n'a aucune valeur. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne feront rien pour vous. Et comme un liquidateur judiciaire, en gros, on va la faire courte, mais est rémunéré sur l'argent qu'il récupère, comme il sait qu'il ne va pas récupérer d'argent, il n'est absolument pas motivé pour vous aider. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une situation pour moi qui est complètement aberrante, parce qu'en entrée, vous allez trouver potentiellement pas mal d'argent public. Et au final, on vous envoie à la case directement et il n'y a rien qui se passe. Donc aujourd'hui, moi, j'ai développé ce que j'ai développé sur cette plateforme qui permet d'avoir des contenus connectés, sensoriels. Il y a de la valeur qui a été produite. On peut me dire que ça vaut 0 en euros. Je suis d'accord. Mais il y a quand même une valeur patrimoniale. Et donc aujourd'hui, juste la procédure, elle va s'éteindre et tout ça va être perdu. J'ai eu des aides publiques. Je trouve ça dommage. Donc aujourd'hui, il faut que demain, on change, à mon avis, le mode de rémunération des liquidateurs judiciaires, qu'on ait des commissaires-priseurs qui soient formés au métier du numérique et qu'on soit capable d'évaluer, qu'on prenne cette valeur du numérique aussi bien qu'on prend la valeur d'un ordinateur ou d'une table de bureau, parce que cette valeur, elle a été créée. Donc ça veut dire que aujourd'hui, c'est bien d'encourager au début, mais il faut soutenir. Et puis, il y a souvent des étapes auxquelles on n'est pas soutenu, c'est-à-dire qu'on est très soutenu au niveau de l'idée et de l'innovation. On est un peu moins quand on est dans la phase commerciale, avec encore des aides sur l'internationalisation. Enfin, on ne peut pas vous demander des aides, par exemple, COFAS ou autre, quand vous avez un deuxième bilan qui est bon. On ne peut pas être une start-up en général et avoir un deuxième bon bilan. Et pourtant, c'est à ce moment-là, sans doute, qu'il faut faire un effort commercial pour aller vendre ailleurs. Voilà, donc, il y a encore des petites choses à faire. Mais voilà, globalement, il ne faut pas taper. Il y a plein de choses qui sont bien. Mais je pense qu'il faut qu'on se mette à réfléchir sur la structuration et de l'après, et puis des aides. Enfin, voilà, il y a encore des choses à faire. Ok. Et à quel moment tu t'es dit stop, j'arrête? C'est dur. Ouais. Je pense que très honnêtement, j'aurais pu arrêter ma start-up 6 mois avant. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on a peur. Voilà, faut être honnête. On est allé. Moi, j'y avais mis 4 ans de ma vie, mon énergie. Avec beaucoup de valeurs, beaucoup de choses que je voulais défendre. J'avais pas peur de me planter moi par rapport à ce que les gens allaient dire, mais j'avais une équipe. Et donc, j'avais pas envie de perdre mon équipe. J'avais pas envie de les planter parce que c'est aussi des gens que tu fais venir à un moment donné, donc tu as une responsabilité. Et puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire après? C'est cette peur du vide. Qu'est-ce que je vais faire après? Je ne vais plus me lever tous les matins pour faire quelque chose que j'aime avec des gens que j'aime et que j'ai choisi. C'est terrible. Donc on recule. On se dit, on va trouver une solution. On continue de se jeter partout. Puis il y a un jour, les caisses sont vides et donc de toute façon, on ne peut plus rien faire. Et donc là, il faut se dire, OK, non, j'ai perdu. J'arrête. C'est très dur, ce chemin-là est très dur. Il faudrait aussi qu'on soit mieux accompagné, parce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu veux créer une entreprise, tu trouves beaucoup de structures pour t'accompagner. Et quand tu commences à contacter les mêmes structures pour leur dire, là, je vais me planter, mais j'aimerais bien qu'on m'aide parce que c'est quand même pas facile à gérer, alors là, il n'y a plus personne. Donc il faut qu'on se mette aussi à accompagner les échecs. Pour récupérer éventuellement de la valeur, pour pas que tout soit perdu, et aussi accompagner les entrepreneurs, parce que c'est quand même aussi une grande claque humaine, donc il faut avoir beaucoup de force aussi pour rebondir. Et voilà, donc moi j'ai vu, parce que j'avais aussi une situation compliquée à gérer dans ma vie, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment grave? Non, il fallait que je jette l'éponge, je pouvais plus, j'avais fait tout ce que je pouvais. Et puis après, il y a quand même un petit soulagement, c'est-à-dire que c'est très dur, et puis après on se dit, voilà, je vais arrêter de mal dormir, je vais arrêter de me demander comment je vais payer les gens le mois prochain, je vais arrêter, voilà, c'est pas un soulagement qui est agréable, mais c'est quand même, voilà, c'est un petit peu... Oui, il y a quand même un soulagement de dire, OK, j'ai pris cette décision. Je pense que la période la plus dure, c'est cette période de cheminement, de prise de décision. Une fois que c'est pris, on avance. OK. Et au moment où ça s'est arrêté, il y avait encore des salariés? Oui. OK. Et comment justement t'as annoncé ça à tes salariés? J'ai toujours été hyper transparente sur les difficultés de l'entreprise chaque fois qu'on devait lever des fonds. Donc en fait, tout le monde était à peu près au clair sur la situation.
J'avais une équipe formidable, donc à l'époque ils étaient plus que 3, mais ils m'ont accompagné jusqu'au dernier jour. Même salarié à Catabrès qui est venu avec moi au tribunal de commerce, ils ont vraiment été admirables. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais une vraie chance et que ça j'avais vraiment pas envie de le perdre. Oui, ils étaient tous dans l'optique de se dire de toute façon ils avaient choisi une aventure qui était certes très fun, mais qu'ils savaient risquer. Donc c'était aussi un risque qu'ils avaient accepté de prendre en tant que adulte. Voilà, donc c'était forcément dur pour tout le monde de toute façon, parce que voilà, cette équipe du jour au lendemain n'existe plus. Mais voilà, je l'ai dit simplement parce que c'était le cours des choses, en leur disant voilà, là j'ai plus de solution, je trouve plus de solution, donc il faut que ça s'arrête. Et là encore, on est dans un pays où effectivement, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a aussi quand même grosse protection des salariés. Et c'est vrai qu'au moins pour 2, ils avaient plus de 2 ans d'ancienneté, donc ont été pris en charge sur des process de licenciement économique qui voilà, quand même leur donnent 2 ans, donner 2 ans, donc dans des conditions qui permettent aussi en tant que chef d'entreprise de se dire voilà, on les laisse pas sur le carreau. Voilà. Et ils sont pas complètement dans la mouise à cause de moi, donc ça, ce qui permet aussi de se reconstruire. Ok. Maintenant, j'aimerais parler des rebondisseurs français. Tu fais partie de cet écosystème. C'est quoi Alors, c'est un mouvement, une association qui s'est créée à peu près il y a 1 an, qui s'est créée à peu près en mars-avril. Je venais juste de liquider. Et Isabelle Saladin, une des créatrices, avait vu une interview de moi dans le journal où j'avais déjà ce discours en disant oui, je me suis plantée, ouais, et j'en suis pas fière, mais en même temps, je veux pas avoir honte parce que je me suis quand même battue comme une lionne. On a quand même réussi des belles choses. Et que c'est vrai que globalement, je voyais bien qu'il y avait des gens autour de moi, même des journalistes, qui me disaient bon, on vous contacte, mais on suppose que vous n'aurez pas envie de répondre à nos questions parce que vous vous êtes planté comme si j'étais morte, quoi, comme si c'était vrai. Je dis, mais oui, c'est dur. Et en même temps, c'est la vie. Chaque entrepreneur qui lance une boîte sait qu'au démarrage, il a autant de chances de réussir que de se planter. Voilà. Et s'il y avait que les bons, l'équation, c'est pas un mauvais se plante et un bon réussit. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je dis non, je vais en parler. Et donc, Isabelle m'a dit, mais est-ce que tu veux pas être une de nos ambassadrices pour lancer le mouvement ? Elle a cette double culture. Elle a travaillé aussi aux États-Unis en disant, on va vraiment essayer de faire en sorte que les gens puissent avoir une deuxième chance et que justement, on donne plus de valeur aux gens qui se sont plantés et qui rebondissent, qu'aux gens qui se lancent pour la première fois. Et donc, là, c'est beaucoup de conférences, c'est des rendez-vous avec le médiateur aussi, c'est d'essayer de faire globalement changer ce regard sur l'échec, qui est d'abord une aventure et un apprentissage. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis après, ça crée un réseau où il y a des gens qui se sont plantés, qui sont là et qui sont prêts à s'entraider, qui retrouvent peut-être des opportunités professionnelles, qui des fois se parlent et qui sont dans une dynamique de dire, voilà, oui, moi aussi j'ai essayé, moi aussi je me suis planté, mais moi aussi je repars, quoi. Mmh. Et comment s'est passé ton après, du coup parce que malgré cet échec, enfin cette expérience, tu t'es quand même fait un nom. Enfin, justement, non, mais c'est vrai. Enfin, en termes de visibilité, c'est quand même. Alors j'ai rebondi, grâce à mon réseau. J'ai rebondi, il faut le dire quand même aussi grâce à mon équipe parce qu'elle était formidable. 2, les gens de The Corner à Brest qui m'hébergeaient parce que c'était les premiers à me dire, écoute. Arrête, essaye de voir quand même le positif, de ne voir que le négatif. Il y a l'échec, mais regarde tout ce que tu as appris, tout ce que tu as été capable de faire. Donc, n'oublie pas ça. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des gens dans son entourage qui ne vous ramènent pas qu'à l'échec et qui vous disent, voilà. J'ai aussi certains investisseurs qui m'ont dit, oui, tu vois, tu serais aux États-Unis. Aujourd'hui, tu serais finalement un entrepreneur un peu plus dérisqué et donc tu aurais plus de potentiel, plus de facilité aussi. Donc, essaye de réfléchir comme ça. Donc, même, c'est dur. Au début, j'ai eu quand même quelques mois vraiment un peu de... c'est de la dépression. On est mal, mais voilà. Mais à cette époque-là, j'avais aussi rencontré, grâce aux réseaux sociaux, une boîte qui s'appelle Current Consulting, qui à un moment donné s'est posé la question d'investir dans e-Sensory. Bon, c'était plus le bon timing. Je pense que je les ai rencontrés malheureusement un peu trop tard. Mais quand j'ai arrêté mes activités, c'est une boîte qui fait du consulting, en conseil en stratégie d'innovation, notamment dans le domaine de l'Internet des objets et plus particulièrement des smart cities. Et eux m'ont dit, tu étais dans le domaine des objets connectés, tu as beaucoup appris. Et donc, nous, on pense qu'aujourd'hui, avec ta double compétence d'entrepreneur, d'IoT, et puis de marketing, de communicante, tu as une vraie valeur pour nous. Donc, on serait content que tu rejoignes l'équipe. Donc, j'ai eu cette chance pour rebondir d'avoir des gens qui avaient cette vision différente de l'échec et qui ont voyé la valeur en fait, de l'apprentissage. Et que je travaille avec eux depuis un an, donc c'est très, très, très différent. Mais voilà, j'ai cette chance-là. Il faut avoir des gens, à un moment donné, qui vous tendent la main.
Et c'est pour ça que je les en remercie parce que c'était compliqué, quoi. Et donc, j'ai pu repartir très vite. Et c'est vrai que les premiers mois, ils ont eu beaucoup de patience parce que sans doute que les premiers mois, j'étais sans doute pas très performante parce qu'il faut digérer tout ça quand même. Hein, c'est un échec, c'est une sorte de deuil. Passer de l'entrepreneuriat au salariat aussi. Même si là, t'es quand même. On est dans une structure particulière où en fait, je suis indépendante et Current, on est un peu des nomades digitales. On vend de la prestation intellectuelle et on est un peu partout sur la planète dans des endroits différents. Ça aussi, c'est un avantage. Et ça, c'est un avantage. C'est aussi pour ça qu'ils cherchaient des profils comme moi, c'est-à-dire de gens qui sont capables de travailler complètement seuls et en autonomie. Qui sont entreprenants, voilà. Donc, on finance de l'intra-entreprise, je ne sais pas quel est le terme, mais on est tous indépendants au Current, mais dans la même structure. Et à la fois, c'est extrêmement intéressant pour moi parce que c'est des gens qui sont extrêmement brillants. Donc, intellectuellement, je continue à apprendre plein de choses et en même temps, je peux être focus sur ce que je sais faire. Donc, je suis aussi complètement indépendante dans ma gestion de mes missions au quotidien. Mais c'est une vraie chance parce que là où je dis la patience, c'est que les premiers mois, j'avais beaucoup de choses à gérer, donc j'avais sans doute pas tous mes neurones, j'avais beaucoup moins d'énergie. Et là, 1 an après, ça va mieux. Je suis revenue, j'ai retrouvé toute ma force et mes moyens. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même des chances, des gens qui croient à votre potentiel et qui ont envie de vous redonner quand même cette chance-là. Donc tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est clair. J'en suis très consciente. C'est clair. Et est-ce que tu dois remonter un projet plus tard dans ce milieu-là ou dans un autre, mais est-ce que tu te vois... Alors c'est long parce que chaque fois que je me dis j'en ai fini avec la sextech, il y a quelque chose qui arrive, il y a une rencontre, il y a un projet d'opportunité, voilà, et je me dis il y a trop de valeurs personnelles que j'ai envie de défendre par rapport au féminisme, donc je pense que c'est toujours des sujets que j'aurais envie de défendre. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, je resterai impliquée. Je pense que quand on a été entrepreneur et qu'on a attrapé le virus, on ne peut pas s'imaginer redevenir salarié. Enfin, je pense que c'est vrai que... Attention, si demain j'ai des problèmes, j'irai faire un job parce que je suis comme tout le monde, il faut que je paye mes factures. Mais dans l'idéal, c'est vrai que je sais que je suis assez inadaptée à cette forme de travail classique qui est d'aller travailler tous les jours aux mêmes horaires avec les mêmes gens pour faire la même chose sur les 10 prochaines années. Parce que je trouve ça très, très angoissant, rien que de le dire. Donc, j'ai envie de vraiment... de rester dans ces formes de travail un peu nomades, où je vais continuer à apprendre des choses. J'ai aussi un peu un engagement politique et c'est vrai que ça me permet aussi d'essayer de faire avancer d'autres sujets d'une autre manière. Parce que tu es attaché parlementaire, c'est ça? Voilà. Donc, et ça, c'est aussi intéressant. Avec aussi des élections municipales qui arrivent, qui rejoignent les activités que j'ai dans le domaine de la Smart City. Donc, je trouve des synergies intéressantes dans tout ce que j'apprends. Donc, ça, c'est intéressant quand on sent à capitaliser sur tout ce qu'on fait. Ça redonne une cohérence à ma vie de tous les jours. Donc, ça, c'est aussi toujours une volonté de faire bouger les choses, finalement. Complètement. Voilà, donc, oui. Mais ça, le grand enseignement, c'est que je sais qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait du sens. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de travailler sur des choses qui n'ont pas de sens, dont je m'en fous. Voilà, parce que il faut qu'il y ait cette émulation, cette conviction qui fait qu'on se lève et qu'on a envie de faire son boulot avec passion, quel que soit le sujet. Donc je pense qu'un jour, oui, je remonterai quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera pas la sextech ? Peut-être. Est-ce que ce sera autre chose ? Je ne sais pas. Mais je pense que oui. Mais déjà, je suis toujours en mode entrepreneur finalement au quotidien. Mais oui, je ne m'imagine pas rechanger de vie. Ok. Et en parlant d'entrepreneuriat, est-ce que justement tu as des entrepreneurs, des entreprises, des startups qui t'inspirent et qui t'intéressent, dans leur parcours, dans leur vision alors c'est la colle, j'ai pas réfléchi comme ça. Mais j'en croise tous les jours. Je trouve que les gens... en ce moment, il y a une jeune femme à Brest qui monte une start-up sur le fait que, un jour, elle a voulu emprunter pour acheter un appartement, mais à 24 ans, elle a fait un AVC. Et après, on lui a dit, non, finalement, vous n'allez pas être couverte pour votre prêt bancaire parce que voilà, c'est trop de risques. Elle a trouvé ça injuste et aujourd'hui, elle monte une boîte où elle met en place des assurances pour les gens comme ça qui ont des parcours de santé pour qu'ils puissent accéder à un certain nombre de financements. Je trouve ça. Hier soir, j'étais avec une jeune entrepreneur qui a monté sa boîte. Elle avait 16 ans, elle en a 18. Elle aide finalement des gens à vendre des chevaux de course. Voilà, c'est une niche. Mais finalement, des gens qui m'inspirent, j'en croise assez souvent, et c'est souvent des gens comme ça qui, à un moment donné, sont suffisamment soit marqués
par une expérience de vie et qui plutôt de se dire de la subir en font une force en se disant je trouve ça injuste et j'en fais quelque chose, j'essaie d'en faire quelque chose. Soit des gens qui disent ouais j'ai une idée, j'ai envie d'y aller à fond et donc je me donne les moyens et j'ai pas peur et j'ose. Et ça voilà, et donc j'en croise plein, peut-être pas forcément les plus médiatiques. Alors bien sûr il y a des gens comme Elon Musk et des visionnaires et voilà. Mais moi mes héros c'est plutôt tous ces entrepreneurs là je croise au quotidien et qui bousculent leur vie pour vivre leurs rêves ou leurs projets. Et je trouve ça assez fabuleux. Ouais. Toi, tu as été accompagné par The Corner à Brest. C'est quoi l'importance d'être accompagné par un écosystème, justement, quand on entreprend ? Est-ce que tu penses que c'est essentiel ? Moi, je pense que c'est essentiel de ne pas être seul. En fait, c'est essentiel d'être bien entouré. Déjà, dans son équipe. 2, dans les gens qui vous conseil. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois le boulot que fait Current, par exemple, sur l'accompagnement de certains projets, certaines stratégies. C'est clair que j'aurais aimé avoir des gens comme ça dans mon entourage au début, qui me permettent à un moment donné de me dire, attends, là, sors du truc, prends du recul et regarde ce que tu es en train de faire, parce que là, a priori, tu n'es pas parti dans la bonne direction. Ça, mais comme moment, il y a des gens dont tu as suffisamment confiance pour les écouter, parce que c'est vrai que des fois, en tant que porteur de projet, on n'écoute pas non plus tout ce qu'on nous dit, c'est sûr, mais... Et c'est vrai que sur The Corner, il y avait les compétences qu'ils avaient n'étaient pas forcément celles qui m'aidaient dans le quotidien de mon métier, mais on a eu beaucoup de moments durs, tous ces moments où nos prods étaient plantés, les moments où on pensait lever des fonds et où ça n'arrivait pas, voilà. Et le fait de ne pas être seul et d'être dans un écosystème où justement cette culture de l'échec, ils sont familiarisés en disant non, en fait c'est des coups durs, tu vas apprendre, tu vas te relever. Et en fait c'est des gens, ils sont là aussi pour te tenir debout et te redonner de l'énergie dans les moments. Donc voilà, chez The Corner, des fois je suis arrivée avec des bouteilles en disant bon, on a que des mauvaises nouvelles, mais on va les fêter aussi parce que comme il y en a plus que des bonnes, voilà, ça change rien au problème. Mais t'es pas seul, t'en rigoles, tu souffles un bon coup et voilà, tu repars avec un élan vital. Voilà, c'est très important, et aussi parce qu'il y a de l'intelligence collective. C'est vrai que le fait de côtoyer d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques. Oui, alors parce qu'effectivement, on a tous les mêmes thématiques de recherche d'argent, de recrutement, voilà, de recherche de fonds, de monter son dossier de subvention. Donc, on a des thématiques communes, quels que soient les secteurs d'activité. Et puis, des fois, c'est intéressant. On faisait aussi des dîners de start-up où on explosait comme ça des thématiques. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que des fois, on prend un problème, sauf qu'on ne se pose pas la question de la bonne manière et sous le bon prisme. Et des fois, il suffit que quelqu'un vous dise « Ouais, mais alors là, tu me dis un truc, mais moi, ce que j'entends ou ce que je comprends, c'est ça. » Et du coup, on réfléchit différemment et on va trouver une solution. En tout cas, on repart. Donc, je pense que c'est extrêmement important de partager. Comme je trouve que c'est extrêmement important de ne pas développer dans le secret. Et de ne pas vouloir partager ses idées, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire. Et quand on donne beaucoup, on reçoit aussi beaucoup, et je pense que toute la valeur et la richesse de ces écosystèmes-là. Ok. Et du coup, dernière question. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain podcast qui, justement, pourraient partager leur expérience ? C'est toujours la question qui tue. Oui, tu es dans la préparation qu'on sache. Je veux de la spontanéité. Oh là là. Je pense à Gaël Lemoine sur cette start-up sur le financement. Je pense aussi à Xavier Moelle qui en ce moment monte une start-up à Brest et qui va faire du suivi de prothèses médicales avec des techniques de blockchain. C'est des choses qu'on ne pense pas forcément trouver à Brest, et pourtant voilà. À qui je pourrais penser c'est la colle. Je pense que l'équipe The Corner, je les aime beaucoup, et donc je pense qu'ils font un travail formidable aussi d'animation du territoire. Et finalement, ils sont toujours en mode start-up puisqu'ils continuent d'évoluer tout le temps. Et qui je pourrais penser encore je pense qu'à Brest, il y a aussi les gens de chez Cool Roof qui ont inventé une peinture qui permet de faire 30 à 40% d'énergie, par exemple en peignant des toits de supermarché. Ça paraît simple, mais ça n'est pas. Et voilà, ils sont sur une vraie thématique aussi de transition écologique qui est intéressante. Pas forcément des gens qu'on entend souvent. Voilà. Bref, en gros, je suis en train de te dire qu'il faut venir à Brest. Voilà, c'est ça. Ok, super. Écoute, je te remercie pour cet échange. Merci à toi. Puis voilà, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.